Moi, je ne suis absolument pas d'extrême droite. Moi, je veux être président de la République française. Je ne veux pas être président du monde. En France, on ne vit pas comme dans la culture islamique et arabo-musulmane. Donc moi, je ne suis pas complotiste. Moi, je vois les processus à l'œuvre. La gauche, si vous voulez, de l'époque, je suis de gauche, mais d'ailleurs, j'étais de gauche en 1981. Votre culture, c'est pour chez vous, c'est pour votre enfance. Mais en France, on ne vit pas comme ça. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une grosse interview politique avec Éric Zemmour, ancien candidat à l'élection présidentielle et président de Reconquête. On y a parlé d'identité, d'enjeux civilisationnels, de crise climatique ou d'intelligence artificielle. On a couvert tous les sujets, notamment parce qu'il sort son dernier livre, Je n'ai pas dit mon dernier mot. Évidemment, avec le crayon, il y a toujours cette approche contradictoire de toutes nos interviews et de nos débats. J'espère que cette interview vous plaira. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire et débattez toujours évidemment dans le respect et l'écoute. Ciao. Éric Zemmour est-il d'extrême droite? Bah non, Éric Zemmour se présentera-t-il en 2027? je ne sais pas. Vous savez, dans 4 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Éric Zemmour est-il devenu un homme politique? Au sens de politicien, non. Au sens de faire de la politique, c'est-à-dire vouloir défendre des idées et une certaine idée de la France, et oui. La crise climatique est-il le plus grand défi de notre génération? Moi, je pense que le plus grand défi de notre génération, c'est l'islamisation du pays et le grand remplacement. De votre génération. C'est le plus grand défi de votre génération. L'IA va-t-elle tous nous grand remplacer? Alors je lis ça, je lis beaucoup cela. Je n'ai pas assez de compétences pour avoir un avis définitif. Je vois bien que ça peut faire des choses qui vont remplacer des professions. La nouveauté, c'est que pour la première fois, ce ne sont pas des métiers manuels qui sont visés, mais des métiers intellectuels. C'est la grande nouveauté. On n'est plus autant des ludistes qui cassaient les machines à tisser le textile. Mais écoutez, je pense que l'homme s'adapte. Moi, je crois à l'inventivité humaine. Ben voyant a été un cri de ralliement pour vos soutiens. Êtes-vous devenu un mème? Dit Éric Zemmour dit n'importe quoi. Voyons. J'ai appelé un autre imam. Ben Non, mais voyons. en tout cas, j'ai trouvé des. Écoutez, je ne sais pas, je suis encore bien le même, mais est-ce que je suis devenu un même? J'ai vu que je les inspirais beaucoup, ils sont assez drôles d'ailleurs. Ben voyons, vous savez, c'est une réflexion que je faisais naturellement, que je faisais dans la vie de tous les jours et à la télévision. Alors c'est devenu manifestement, nous, dans ma génération, on disait un gimmick. Alors vous appelez ça je sais pas comment. Voilà, mais bon, ça m'amusait beaucoup, parce que j'étais interrompu dans mes discours quand je disais quelque chose qui leur plaisait. On scandait ben voyons, etc. C'était amusant. Il y avait une complicité qui était née grâce à quelques-unes de mes formules comme ça, que moi je disais au départ, naturellement. Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview. Nous avons aujourd'hui la chance d'accueillir Éric Zemmour. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Je suis avec Antonin. Vous avez sorti du coup votre livre Je n'ai pas dit mon dernier mot, qui du coup suit La France n'a pas dit son dernier mot aux éditions Rubempré. J'avais vraiment eu ce passage que je trouve très intéressant sur notre génération, où vous dites qu'il y a presque un engouement supérieur à notre génération qu'à une génération plus intermédiaire de 30, 40 ans. Quel est votre avis au-delà de Génération Z, au-delà même des jeunes qui, pour le coup, sont très contre vous? Quel est votre avis global sur notre génération et peut-être le décalage avec la vôtre? Oula. Oui, c'est vrai que je raconte d'ailleurs que j'ai été étonné par l'enthousiasme, le nombre, tout bêtement. On a été jusqu'à 20 000 membres des GZ, tous ces jeunes qui étaient à tous mes meetings, qui suivaient, qui acclamaient, qui comprenaient, qui voulaient apprendre, qui voulaient s'enthousiasmer aussi. Et j'avoue que j'avais une vision un peu noire de votre génération, c'est-à-dire que noire, j'ai des enfants de votre âge, hein, donc je voyais à travers eux, à travers ce qu'ils m'en disaient, à travers ce que je pouvais discuter avec eux, et j'avais le sentiment et j'avais la crainte d'une génération complètement endoctrinée par l'école, par Netflix, par les réseaux sociaux, etc., etc.,
et qui avait complètement abandonné toute idée de la France, toute idée de l'histoire de France, toute idée même de toute culture française, de la littérature, etc. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une partie de cette génération, je ne dis pas que j'ai emporté l'adhésion de toute votre génération, malheureusement, mais une partie de votre génération qui a échappé par miracle, et je vous raconterai une anecdote que je compte dans le livre, à cet endoctrinement et à ce lavage de cerveau, on peut dire, parce qu'il touche tous les moyens techniques. C'est du jamais vu dans l'histoire. Je pense même les régimes totalitaires, qu'ils soient communistes ou nazis ou fascistes, n'ont pas eu cette puissance de feu pour endoctriner les jeunes générations, et qui ont échappé donc à ce lavage de cerveau pour quand même s'attacher à mes idées. Alors, je raconte que ce qui m'a fait grand plaisir, c'est que lors du dernier meeting de la campagne, je dis ça, puisqu'on faisait un grand meeting pour les jeunes au Palais des Sports, et je dis ça, et à peine ai-je fini ma phrase que j'entends grâce à vous. Donc j'étais assez fier de moi, j'avoue. Je me disais que bon, je n'avais pas fait tout ça pour rien, et apparemment, il y a beaucoup de jeunes qui m'ont suivi depuis On n'est pas couché, pour les plus âgés, jusqu'à mes interventions à CNews pour les plus jeunes. Donc manifestement, ce que j'ai transmis a servi à quelque chose. Maintenant, je ne me leurre pas. Je n'oublie pas que la plupart des jeunes, en tout cas des jeunes urbains diplômés, ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. Et qu'ils ont rejoint ce que j'appelle cette alliance islamo-gauchiste, au sens propre du terme, c'est-à-dire avec un peuple musulman qui a voté à 75% pour Jean-Luc Mélenchon, et des gens de gauche, d'extrême gauche, complètement qui se sont complètement donnés à l'idéologie LGBT, féministe, antiraciste, tout ce qu'on appelle les woke aujourd'hui, quoi. Est-ce que c'est pas un peu caricatural, parce que peut-être que les musulmans ont voté à 3/4 pour Jean-Luc Mélenchon, mais 3/4 des électeurs de Jean-Luc Mélenchon ne sont pas musulmans. Ça représente une plus petite partie que ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté de solidarité, une volonté potentiellement mondialiste et une volonté aussi climatique ? Alors, vous avez raison. Qui dépasse totalement cette question ou woke ou musulmane. Ça dépasse pas tellement cette question woke. Je trouve que la question woke est tout à fait englobée dans ce que vous appelez la solidarité, un certain universalisme et une préoccupation climatique. Ça, au contraire, c'est vraiment la planète woke. En revanche, si vous me dites que ça ne représente pas 75% de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, ça représente 75% de la population musulmane, ce qui est énorme, des électeurs musulmans, ce qui est énorme. Vous n'avez pas 75% des chrétiens qui votent pour un seul candidat. Vous n'avez pas 75% des juifs qui votent pour un seul candidat. Est-ce qu'il n'y a pas une logique de classe derrière 75, considérant que les musulmans aujourd'hui sont majoritairement dans la classe populaire. Ça, vous feriez plaisir à Jean-Luc Mélenchon, puisque c'est ce qu'il veut démontrer. Moi, je vois une logique identitaire, tout simplement. J'ai vu les interviews, j'ai vu ce que répondaient les gens. Il y a beaucoup de musulmans qui n'étaient pas d'accord, par exemple, avec le programme woke. Ils sont contre la théorie du genre à l'école, par exemple. Et pourtant, ils votent Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi votent-ils Jean-Luc Mélenchon ? Parce que justement, disent-ils, il faut voir toutes les interviews, toutes les enquêtes, etc. Parce que c'est lui, au moins, il défend les musulmans. C'est un vrai vote communautaire. Il faut l'assumer comme tel. Et d'ailleurs, quand vous dites que c'est pas grand-chose, excusez-moi du peu, regardez les chiffres. Dans la banlieue parisienne, il est à 60% au premier tour. Regardez les chiffres dans l'Est parisien, il est à 30-40%, des chiffres colossaux. Regardez tous les gros chiffres de Jean-Luc Mélenchon, c'est là qu'il les fait. Il ne les fait pas ailleurs. C'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a une grosse part de l'électorat musulman et une part de la jeunesse, des écoles, moi ce que j'appelle des intellectuels déclassés, c'est-à-dire sociologues, etc., qui votent Jean-Luc Mélenchon. Oui, qui ont ce que vous avez dit, c'est-à-dire à la fois mondialisme et préoccupation climatique. Je n'en disconviens nullement. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je sais très bien que ces deux électorats sont antagonistes et qu'un jour, ils s'affronteront. Mais pour l'instant, ils sont dans ce que j'appelle une alliance. J'ai comparé ça au pacte germano-soviétique, c'est-à-dire ce sont deux catégories qui ont un point commun, la détestation de la France telle qu'elle est. Beaucoup de jeunes ont voté pour moi. Beaucoup de jeunes des classes plus populaires ont voté Marine Le Pen. Et des jeunes, beaucoup, contrairement à ce qu'on dit, ont voté Emmanuel Macron.
Donc tout ça, vous comprenez, je ne dis pas les jeunes, il n'y a pas un vote jeune, ça serait ridicule. D'ailleurs, entre nous, il n'y en a jamais eu. Moi, j'ai été jeune, et déjà à l'époque, on disait les jeunes votent à gauche, etc. Il y a beaucoup de jeunes qui votaient à droite quand même. Oui, il y a des jeunesses. Mais oui, bien sûr, il n'y a jamais... Et avant, simplement, la seule différence, c'est qu'avant, il y avait des jeunesses qui étaient distinguées par la classe sociale, ce que vous avez dit très justement tout à l'heure, et donc par des approches sociologiques et politiques. Aujourd'hui, cela subsiste, mais il y a en plus des votes que j'allais dire ethniques, c'est-à-dire communautaires, culturels. On voit bien qu'il y a ces distinguos, d'ailleurs, qui se font par quartier. Je vous disais tout à l'heure que j'ai des enfants de votre âge. Ils m'ont très bien expliqué qu'il y a des quartiers où moi j'allais dans ma jeunesse et qui sont désormais interdits à toute jeune femme blanche et aux garçons qui ne sont pas maghrébins ou africains. Tout ça existe dans toutes les villes, et en particulier à Paris. Donc vous voyez, ça c'est le critère qui s'est rajouté au critère social, socio-idéologique qui a toujours existé depuis la Révolution française. Mais est-ce que Reconquête n'est pas aussi une forme de vote communautaire ? Oui, la communauté nationale française. Ceux qui veulent que la France reste la France, ceux qui veulent que la France reste une terre de culture chrétienne, de culture gréco-romaine. Oui, vous avez raison. Alors là, il y a effectivement un vote qu'on peut appeler communautaire, c'est-à-dire, vous savez, j'ai fait quand même, par exemple, des scores très importants dans des quartiers où les gens ont fui la banlieue, par exemple. Ça, vous avez raison. Ou par exemple, les Juifs ont fui la banlieue et ils m'ont donné beaucoup de voix dans les quartiers où ils étaient arrivés. J'ai effectivement beaucoup de gens qui viennent, c'est assez amusant d'ailleurs. En général, les gens qui ont vécu dans des pays musulmans votent pour moi. Par exemple, les Franco-Libanais, par exemple, les Franco-Iraniens, par exemple, vous voyez, les Kabyles en Algérie. Il y a beaucoup de ces gens, oui, vous avez raison, qui votent pour moi. Mais je ne sais pas si on peut appeler ça un vote communautaire. Comment vous expliquez ça d'ailleurs ? Comment j'explique ça ? C'est très simple, vous savez. Moi qui, depuis 15 ans, reprend la phrase d'Auguste Comte, « Les morts gouvernent les vivants », je vais vous expliquer ça très simplement. Je pense que nous avons enregistré dans nos inconscients ce qu'ont vécu nos ancêtres. Donc tous les gens dont les ancêtres ont vécu en terre musulmane savent ce que signifie la domination de l'islam. Et ils craignent et ils voient venir cette domination en France. Et donc évidemment, ils comprennent, ils m'entendent, ils reconnaissent que j'ai raison et ils votent pour moi. Donc voilà, vous savez, quand des Libanais vous disent vous avez tout à fait raison, c'est exactement ce qui est arrivé dans notre pays, puisque moi je parle de la France comme un futur Liban en grand, ils me confirment dans ce que je pense, ils me le disent quasiment tous. Justement, dans votre livre, c'est super intéressant ce rapport à la jeunesse que vous avez, cette jeunesse qui vous a soutenu, qui militait dès les premières heures pour vous. Il y a ce point qui est intéressant. Il y a aussi un autre point que vous évoquez, le clivage gauche-droite, qui selon vous doit revenir et est un peu présent de manière latente et qui nécessite de revenir. La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui vous pensez être en mesure de produire une pensée de droite, comme peut faire aujourd'hui, on peut lui faire le reproche à Jean-Luc Mélenchon sur les idées, certains peuvent le critiquer, mais aujourd'hui il est capable de produire une pensée de gauche, dont beaucoup s'inspirent. Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui d'inspirer justement cette pensée-là ? Et je pense que, non seulement je pense que je suis capable, mais je pense que je suis le seul. Et c'est pas prétentieux que de le dire, puisque les autres, on ne peut pas dire que LR produisent beaucoup de choses intellectuelles, soit les autres ne se prétendent pas de droite, ne s'affirme pas de droite. Marine Le Pen dit qu'elle n'est pas de droite, contrairement à beaucoup de ses électeurs. Donc voilà. Qu'est-ce que je dis ? Je dis, le clivage droite-gauche, il existe depuis plus de 2 siècles, on le sait, la Révolution française, on connaît plus ou moins l'histoire, en 89, à l'Assemblée nationale, le veto du roi sépare ceux qui sont pour une utilisation du veto par le roi et ceux qui sont contre. Ceux qui sont contre sont à gauche du président de l'Assemblée, ceux qui sont pour sont à droite. Le clivage droite-gauche n'est là, en tout cas, c'est ce que disent la plupart des historiens. Mais bon, peu importe. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce clivage droite-gauche a été pérenne
mais à chaque fois sur des sujets différents. Je vous ai dit là l'histoire du roi. Évidemment, vous voyez bien qu'aujourd'hui, plus personne ne s'affronte autour du pouvoir du roi. Ça serait ridicule. Plus personne n'est anti-républicain. Ça serait grotesque. Il n'y en a plus. En vérité, il n'y en a plus. Il peut y en avoir, hein, mais c'est individuel. Quand je dis il n'y en a plus, vous comprenez. Ça veut dire qu'il n'y a plus de mouvement politique et de mouvement de masse. Il peut y avoir des individus, ils sont tout à fait respectables, qui estiment qu'il faut rétablir le roi. Mais ce n'est plus un mouvement politique, comme ça l'a été encore jusque dans l'entre-deux-guerres. Bon, bref. Donc, les sujets évoluent. On se bat sur le roi, on se bat sur la République, tout le 19e siècle. Après, on se bat sur la question sociale. Après, on se bat même sur la guerre et la paix. Et puis, ça bascule. Il y a la gauche est belliciste, après elle devient pacifiste. La droite est pacifiste, après elle devient belliciste. Vous voyez, ça évolue tout ça. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose que je veux dire, c'est que c'est toujours la gauche, je réponds à votre question, c'est toujours la gauche, historiquement, qui détermine ce qu'est le clivage droite-gauche. C'est-à-dire que c'est la gauche qui dit « il faut guillotiner le roi ». La droite, elle ne met pas le clivage. Pour elle, c'est de toute éternité, il y a un roi. C'est la gauche qui dit « il faut prendre de l'argent aux riches parce que les pauvres meurent ». La droite, elle dit « mais c'est très bien comme ça, ça permet le développement, etc. » C'est la gauche qui dit « il faut la paix », tandis que la droite dit « mais vous êtes fous, les Allemands vont nous écraser ». Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours la gauche qui détermine. Parce que la gauche, comme dit très justement le grand écrivain tchèque Kundera, franco-tchèque, puisqu'il est français maintenant aussi, dit la gauche c'est un mouvement, c'est une marche. Et en fait, peu importe où on va, peu importe ce qu'on fait, l'important c'est de marcher. Et ceux qui ne marchent plus, eh ben, sont basculés à droite. Donc c'est pour ça que je réponds déjà à votre question, c'est-à-dire que quand vous me dites est-ce que vous produisez une pensée de droite, vous avez raison, mais il faut bien comprendre que je produis une pensée de droite adaptée à la gauche d'aujourd'hui. Et donc je pense que la droite doit se positionner en face de cette gauche. Donc elle doit être une droite identitaire, une droite civilisationnelle, une droite qui est hostile à l'islamisation du pays et à l'hégémonie de la pensée woke. Et pour le travail, on l'a vu dans la discussion sur les retraites, contre le droit à la paresse et autres fadaises de Madame Rousseau et consorts. Bon, ça c'est... Donc la pensée de droite, elle se détermine par rapport à la gauche. Ceux qui refusent de mener ce combat-là sont en vérité les alliés objectifs de la gauche. Quand Madame Le Pen ne parle pas d'immigration, ne parle pas d'islam, refuse de voir le grand remplacement, refuse de parler de voir le point commun majeur entre l'islam et l'islamisme, et parle de pouvoir d'achat, c'est très important le pouvoir d'achat pour les gens, etc., je n'en disconviens nullement, mais en faisant un axe de sa campagne, elle se soumet à l'idéologie de la gauche. Vous comprenez? Bon. Donc, moi, ma pensée de droite, je vous l'ai définie. Et par ailleurs, ce clivage entre, allez, pour parler vite, pour parler comme Marine Le Pen, patriote et mondialiste. Prenons ces termes. Quelle est son efficacité? D'abord, je constate que, par 2 fois, il a permis à Emmanuel Macron de gagner haut la main. Donc, déjà, ça donne plutôt la victoire aux mondialistes à chaque fois. Par ailleurs, pour qu'il ait une réalité, ce clivage, il faudrait que des gens de gauche votent avec des gens de droite contre des mondialistes de gauche et des mondialistes de droite. On le voit au gouvernement, il y a des gens de gauche et il y a des gens de droite. Il y a M. Véran qui était au Parti Socialiste et il y a M. Darmanin qui était à LR. Ça, au moins, eux, ils ont fait l'alliance. Mais de l'autre côté, est-ce que M. Montebourg ou M. Chevènement, pour parler des plus connus, ont voté pour Mme Le Pen? Non. Ils ont voté pour Michel Onfray. Michel Onfray. Ils ont voté pour Emmanuel Macron. Dans ce cas-là, dans votre stratégie, parce que je n'ai pas dit mon dernier mot, on sent bien dans le livre qu'il y a aussi cette volonté d'aller de l'avant dans votre propre mouvement politique. Est-ce que du coup vous pensez pouvoir aujourd'hui gagner une élection présidentielle ou gagner même des élections intermédiaires, européennes, législatives, avec du coup un bloc de gauche qui vous caractérise à l'extrême droite et qui ne veut pas discuter avec vous, et avec un bloc centriste qui au final est en bataille contre vous sur des questions mondialistes? Si on regarde aujourd'hui la typologie d'électeurs, sans être évidemment trop schématique, mais il y a un peu un tiers, un tiers, un tiers.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez gagner avec un tiers? Et est-ce que la droite, ne serait-ce que LR, Ciotti, RN et Reconquête, peut gagner avec un tiers? C'est pas l'impression que ça donne. Vous avez tout à fait raison quand vous dites qu'il y a 3 tiers. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a le gros tiers mélenchoniste, islamo-gauchiste. Il y a le gros tiers dominant, il ne faut pas l'oublier, on va y venir, bloc centriste, macronien, que j'appelle pas mondialiste, moi, que j'appelle libéral social. En fait, ce sont les enfants de Valéry Giscard d'Estaing et de Michel Rocard. C'est ça la vérité, ce bloc Macron. Et troisième bloc, vous avez tout à fait raison, un bloc qu'on peut appeler patriotique, qu'on peut appeler de droite, qu'on peut appeler de défense de l'identité française. Qu'est-ce qui se passe? Les 2 premiers blocs sont organisés. Le bloc centriste est organisé par derrière Emmanuel Macron. Ce sont en vérité ceux qui gouvernaient quand la droite Sarkozy se gagnait et quand la gauche Sarkozy se gagnait. Ils continuent à gouverner en vérité. Ce sont les mêmes. Simplement, ils ne se cachent plus derrière le peuple de droite ou le peuple de gauche. Ils ont fait leur majorité à eux. OK. Le deuxième bloc est lui aussi organisé par Jean-Luc Mélenchon, qui a permis au Parti socialiste, au Parti communiste, aux Verts, d'avoir des députés. La NUPES. La NUPES. Très bien. Le troisième bloc est désorganisé par la volonté de Marine Le Pen, qui ne veut s'allier à personne, et par la volonté, et qui veut nous tuer, parce qu'elle pense que nous n'avons aucune légitimité, et surtout, elle a eu tellement peur d'être derrière moi que, évidemment, elle en éprouve un certain ressentiment, et des dirigeants aussi de LR qui ne veulent pas, selon la grande théorie du cordon sanitaire, s'allier à ce que la gauche appelle l'extrême droite. Vous avez raison de le dire. De la gauche appelle l'extrême droite. Je ne suis pas d'extrême droite. Moi, je suis de tradition... Vous n'êtes pas d'extrême droite? Ah non. Qu'est-ce que c'est l'extrême droite? Définissons, parce que les mots ne veulent plus rien dire. Juste avant de vous laisser répondre là-dessus... Vous avez vu, j'ai défini les mots 3 tiers. Bien sûr. Mais là-dessus, il y avait un passage de Jean Massier, qui est un streamer Twitch, donc qui parle beaucoup à notre génération, qui était, je trouve, très éloquent sur la question du cordon sanitaire, en prenant l'exemple de la Belgique, en disant que là-bas, des personnes, lui citait, comme Marine Le Pen ou Éric Zemmour, n'y sont pas invitées, et ça permet de faire reculer l'extrême droite, selon lui. La stratégie de dédiabolisation de Marine Le Pen, elle a été accompagnée par un système médiatique qui l'a accueillie partout, tout le temps. C'est aussi ça qui a rendu possible cette dédiabolisation. Oui, mais il y a un moment, le serpent se mord la queue. C'est-à-dire que c'est trop facile. C'est trop facile de justifier la cause par sa conséquence. C'est vrai, en Belgique, ils ne reçoivent pas. En Belgique, c'est interdit à la télé. Et ça marche. Le front républicain, le bon vieux cordon sanitaire en Belgique, ça marche. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est un démocrate, ce monsieur? Il est de gauche, quoi. Mais je croyais que la démocratie, c'était la liberté d'opinion de tous. Et c'était même, dixit, une jurisprudence de la Cour européenne, qu'il ne va pas critiquer, le fait de choquer. Oui, après, c'est la rhétorique de Karl Popper, c'est-à-dire pas de tolérance avec l'intolérance. Non, ça, c'est injuste. Il l'a dit 2 siècles avant Karl Popper. Et ça a fini sous la guillotine. Ça s'appelle la terreur. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Si ce monsieur reprend cette phrase à son compte, qu'il y a jusqu'au bout, mais qu'il assume. Ça veut dire tous les adversaires sous la guillotine. C'est ça que ça veut dire. Mais de toute façon, c'est ce que pensent les gens de gauche. Maintenant, je reprends ma terminologie, parce que je vais répondre à votre réplique. Qu'est-ce que c'est que l'extrême droite? L'extrême droite, ce sont des gens qui, on parlait du roi tout à l'heure, ont voulu faire tomber la République pour établir un pouvoir monarchique ou un pouvoir tyrannique, dictatorial, etc. Est-ce que j'ai des prétoriens qui vont prendre l'Élysée ou une armée qui va prendre l'Assemblée nationale? Je ne crois pas. Ou alors il faudrait me l'apprendre. Est-ce que je veux renverser les gens par la force? Est-ce que, comme ces gens-là, parce que c'est ce qu'ils font à toutes mes réunions, quand les gens viennent faire dédicacer mes livres, j'envoie des gens qui insultent, qui crachent au visage, qui envoient des pouces de vache, des pierres aux gens qui viennent pacifiquement faire signer leurs livres. Est-ce que je fais ça? Non. Est-ce que j'utilise la violence? Non. Est-ce que je veux renverser la République? Non. Moi, je ne suis absolument pas d'extrême droite. Et je vais vous dire mieux. Vous savez, c'est une vieille
vieille combine, j'allais dire, parce que ce n'est rien d'autre, de la gauche que de traiter ses adversaires de fascistes. J'ai retrouvé, je vous la montrerai à l'occasion avec plaisir, une affiche du Parti communiste sur laquelle on voit une Marianne bâillonnée avec derrière le général de Gaulle, nous sommes en 1958, et écrit « Le fascisme, c'est lui ». Vous savez, ce genre d'accusation, je leur laisse. Par ailleurs... Oui, mais c'est la blague de OSS 117 2 où il dit... Pas n'importe quelle France. Exactement. Pas la dictature, c'est quand on a des bottes et un bonnet de fourrure, etc. Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores. D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État? J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. Je mets au défi tous ces gens d'extrême gauche, tous ces gens de gauche, de trouver une seule mesure, je vous dis bien une seule mesure, dans mon programme, qui ne soit pas respectueuse de la République. Je vous mets au défi de regarder dans tout mon programme et dans tout ce que je dis, quelque chose qui aurait choqué Jean Jaurès, Léon Gambetta, Léon Blum, tous les hauts dignitaires de la gauche française depuis 150 ans. Même les mesures les plus controversées aujourd'hui, je pense par exemple à cette histoire des prénoms français que je défends. C'était une mesure qui a été mise en application quand ils étaient au pouvoir, qui existe depuis 2 siècles, qui a été prise par Napoléon Bonaparte, qui a été appliquée par tous les gens que j'ai cités. Donc il faut arrêter avec ce concept d'extrême gauche. Je suis un républicain, un vrai. Ce sont eux qui ont trahi la République. La République, c'est le pouvoir du peuple, le suffrage universel. C'est l'assimilation, la République. C'est l'assimilation. C'est la loi et l'ordre. Hein, ce n'est pas le pouvoir de la rue. Je peux vous dire, je peux vous raconter, on peut faire l'émission sur la façon dont la République, puisqu'ils n'ont que ce mot à la bouche, a traité les gens qui se révoltaient dans la rue et qui, en 1848, en 1870, Jules Mock en 47, je peux vous raconter comment a traité la République les gens qui étaient dans la rue. Hein. C'est pas moi qui fait tirer dans la foule et qui fait des dizaines de morts. C'est la République. Maintenant, allez-y. J'allais poser la question, qui est d'extrême droite dans ce cas-là? Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui en France, dans la spectre politique, qui sont d'extrême droite? Il y en a sûrement, mais ils sont, comment vous dire, microscopiques. Jean-Marie Le Pen n'est pas d'extrême droite? Jean-Marie Le Pen, c'est un... Comment vous dire? Jean-Marie Le Pen, il n'a jamais voulu renverser la République. Il a respecté les institutions. Il a sollicité les votes démocratiques. Il était, très vieux monsieur maintenant, il était pour un pouvoir autoritaire. Mais d'ailleurs, souvenez-vous, vous êtes peut-être un peu jeune, mais après l'élection de 2002, qu'il a vu arriver au second tour et qui a éliminé Lionel Jospin, Lionel Jospin a écrit un livre dans lequel il a écrit, je sais, je l'ai reçu quand j'étais à On n'est pas couché. Et vous pouvez regarder sur YouTube, puisque vous êtes cette génération qui sait faire ça. Vous pouvez aller regarder. On est sur YouTube là d'ailleurs. Vous pouvez aller regarder notre échange. Et vous verrez ce qu'il dit. Il dit il n'y avait aucun danger fasciste. C'est un mythe. Et il dit, Jean-Marie Le Pen est de tradition autoritaire, il dit je conteste ses idées, dit-il. C'est la moindre des choses pour un Premier ministre socialiste, mais il n'était pas fasciste. Lionel Jospin, ce n'est pas moi qui le dis. Et j'invite vraiment tous vos téléspectateurs à aller voir cette séquence. Et ce qui était alors inexact et faux du point de vue de l'analyse politique, c'était de nous dire que le lepénisme était un fascisme. On est d'accord. Le lepénisme est un mouvement d'extrême droite, à tendance xénophobe, extrêmement autoritaire, mais ça n'est pas un mouvement fasciste. C'est évident. Je vous répète, cette histoire d'extrême droite, c'est un truc politique. C'est tout, c'est rien d'autre. Il nous faut arrêter, malheureusement, et vous en êtes encore la preuve, malheureusement, des dizaines de millions de gens se font prendre à ce petit jeu. Et c'est ça qui est le plus triste. Je l'ai vu, et je le raconte dans le livre. Je raconte comment les médias imposent cette vision, imposent cette fameuse primaire de l'extrême droite avec Marine Le Pen, imposent la terminologie de diabolisation. J'explique comment ils font, j'explique toute leur méthode. Je pense que ça peut intéresser vos téléspectateurs.
Est-ce que justement les partis, les positions politiques sont pas mouvantes avec le temps? Les gens que vous citiez par exemple, qui étaient des personnes de gauche, est-ce qu'aujourd'hui justement elles seraient pas considérées de droite? Et de facto, vous situant plus à droite que la droite. C'est pour ça qu'on disait le terme extrême droite et que les plaques seraient mouvantes sur les idées politiques. Il y a deux choses dans votre question. Il y a la première, ce que je suis tout à fait d'accord, c'est que c'est la gauche, vous voyez, vous allez dans mon sens. C'est la gauche qui avance toujours. Bon, c'est les idées politiques. C'est pas la gauche avance avec la droite. C'est la gauche. C'est la gauche qui était républicaine, qui était assimilationniste, qui était contre l'immigration parce que ça faisait baisser les salaires, ça permettait aux patrons de baisser les salaires, de la CGT dans les années 30 jusqu'à Georges Marchais en 1981. C'est le discours de la gauche, et même de la gauche communiste. Mais si la gauche n'avait pas avancé, vous seriez de gauche ou royaliste encore? Mais moi, je serais de gauche. La gauche, si vous voulez, de l'époque, je suis de gauche. Mais d'ailleurs, j'ai été de gauche en 1981. J'ai quitté la gauche parce que la gauche a fait mouvement. La gauche a inventé SOS Racisme. La gauche a commencé à mettre la race dans la politique. C'est la gauche qui fait ça. C'est plus la droite. Hein. C'est la gauche qui se couche devant les 4 filles voilées de 1989 à Creil. Pour moi, c'est le basculement. D'ailleurs, pas seulement pour moi. Vous lisez Madame Badinter, vous lisez Monsieur Finkielkraut. Les gens de gauche, ils ne disent pas autre chose que moi. La gauche, c'est ce que définit la gauche à un moment donné. Donc, je continue avec vos 3 tiers parce que c'était intéressant. Bien sûr. Cette gauche-là, donc, c'est le peuple islamo-gauchiste que je vous ai défini. Au milieu, c'est important, hein, au milieu, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le bloc centriste. On peut l'appeler macronien, mais dans 4 ans, il ne sera plus macronien. Ce sera peut-être Édouard Philippe, ce sera peut-être Bruno Le Maire, François Bayrou, peu importe. C'est la même chose. Qui vote pour ces gens-là? D'abord, contrairement aux mythes véhiculés en particulier par le Rassemblement national, il n'y a pas une opposition entre les classes populaires d'un côté qui voteraient Marine Le Pen et l'élite, les bourgeois, enfin vous les appelez comme vous voulez, le bloc élitaire, comme dit Jérôme Sainte-Marie, le conseiller qui murmure à l'oreille de Marine Le Pen, contre le bloc populaire. Il est démontré aujourd'hui, je vous renvoie aux dernières démonstrations de Patrick Buisson, et qui est tiré d'ailleurs d'une étude du CEVIPOF de Sciences Po. Au second tour de la présidentielle en 2022, 31% des classes populaires ont voté Emmanuel Macron. Ce qui est énorme. 29% ont voté Marine Le Pen. 34% se sont abstenus. Donc déjà, on sort de ce clivage soigneusement mis en avant par beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a en fait comme clivage? Emmanuel Macron, c'est le camp des gens âgés. C'est le camp des boomers. Il y a des jeunes, bien sûr, qui votent pour Emmanuel Macron. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a des gens de 30 ans, il y a des gens de 40 ans. Hein. Encore une fois, j'essaye de parler en grande masse, parce que c'est la seule façon d'interpréter correctement. Mais il y a toujours des individus différents, comme dans tout. Bon. Il y a 17 millions de gens de plus de 60 ans en France, les fameux boomers, et qui représentent des millions et des millions de votants, parce qu'en plus, ils votent plus que les jeunes générations. Donc c'est ce bloc de gens âgés, de seniors, de boomers, vous les appelez comme vous voulez, qui fait l'élection. Et qui fait l'élection d'Emmanuel Macron. Et qui fera demain l'élection du remplaçant d'Emmanuel Macron. Parce que ce bloc-là ne veut pas voter pour Marine Le Pen. Je pense par ailleurs que pour eux, Emmanuel Macron incarne, et on l'a vu lors des 2 débats, beaucoup mieux que Marine Le Pen, le niveau socio-culturel, je dirais, auquel ils mettent la politique. Par ailleurs, ils ne veulent pas du chaos, ils ne veulent pas du socialisme de Marine Le Pen. Ils ont souvent des biens, ils ont souvent une petite épargne, et ils ne tiennent pas à ce qu'on revienne à la retraite à 60 ans qui empêcherait de payer leur retraite, et qu'on augmente les impôts de façon démesurée pour financer des mesures sociales à poison. Vous voyez, donc ils ne veulent pas de tout ça. Donc ils ne votent pas Marine Le Pen. Par ailleurs, insister, comme elle le fait, sur l'Europe et sur le souverainisme leur déplaît. C'est-à-dire que ces gens-là sont favorables à l'Europe pour des tas de raisons historiques, parce que c'est la génération d'après-guerre, etc., etc. Donc, encore une fois, ils voteront. Moi, ce que je propose, c'est
ne plus opposer les gens selon leur âge, selon leur classe d'âge et selon leur classe sociale, mais selon leurs convictions politiques. C'est pour ça que je veux remettre le clivage droite-gauche à l'endroit. Je veux remettre le clivage droite-gauche au cœur de la vie politique. Parce que je pense que c'est la seule façon de briser, de séparer ce bloc macronien. Les macroniens de droite reviendront à droite et les macroniens de gauche reviendront à gauche. Sinon, c'est la victoire assurée à ce bloc macronien pendant 20 ans. Par ailleurs, je tiens à dire que, parce que j'essaye dans le livre de voir le plus loin possible, dans 10 ans, dans 20 ans, ces gens-là, même si on a, grâce à Dieu et à la science, repoussé l'âge d'espérance de vie, ces gens-là finiront par mourir. Le jour où la génération des boomers, qui est, je vous le rappelle, petit rappel historique et démographique, la plus nombreuse de l'histoire de France, c'est important à savoir. À partir du moment où cette génération va disparaître, qu'est-ce qu'il va rester derrière? Vous allez me dire, vous. C'est-à-dire... Mais pas que nous, d'ailleurs, il y a quand même dans 20 ans, il y aura encore... Bien sûr. Il y aura de nouveaux votants. Absolument. Mais qu'est-ce qui va rester? Il va rester un énorme peuple islamo-gauchiste. Je vous signale qu'aujourd'hui, selon les études de l'INSEE, il y a 30% des enfants de 0 à 4 ans qui sont issus de l'immigration extra-européenne. 30%. Donc ces gens-là, dans 20 ans, ils seront encore plus que 30%, parce qu'il y a ceux qui sont déjà là. Vous avez aujourd'hui, on a donné les chiffres récemment, 19 millions de gens sur 3 générations qui sont en lien avec l'immigration depuis 50 ans. Non, sur ce chiffre des 30%, justement, j'ai vérifié parce que ça me paraissait surprenant aussi. Ouais. Et en vérifiant, c'est 24,6% des enfants de moins de 4 ans qui sont issus de la première ou de la seconde génération, dont 13% de ces 24,6% dont les 2 parents sont immigrés. Donc ça représente, en fait, vous faites un comparatif avec les 3%, je crois, des personnes de 80 ans. Exactement. En vrai, si on refait le calcul aujourd'hui, on est à peu près entre 3 à 5%. Vous avez, c'est pas 24. C'est dans mon mémoire 29,6. Vous avez noté 29,6, mais de ce que j'ai trouvé, c'était 24,6, mais peut-être 29,6, on peut s'accorder sur le... Mais je peux vous dire qu'il y a d'autres chiffres qui prouvent ça. Vous reprenez les chiffres de France Stratégie qui a donné des chiffres de 0 à 18 ans dans d'innombrables villes et vous verrez qu'on est à 40, à 50, à 60%, à 70% dans la banlieue parisienne. Vous voyez, le métissage ou le fait d'avoir des parents immigrés ne fait pas de nous quelqu'un qui n'est pas français. Est-ce que j'ai dit qu'ils n'étaient pas français parce qu'ils votent? Non, mais ça a l'air de vous inquiéter pour l'avenir de la France est votre cause. Ah oui, ça m'inquiète, oui. Les deux ne sont pas forcément liés. Si vous voulez, quand vous avez... vous savez, être français, qu'est-ce que c'est? Ça nous mène à une discussion très importante. C'est pas seulement avoir une carte d'identité française. Ça permet de voter très bien. Je ne dénie à personne le droit d'être français et de voter. Mais je dis qu'être français, ce n'est pas seulement avoir une carte d'identité française, toucher les allocations familiales ou toucher d'autres aides. C'est aussi s'imprégner de la culture française. La France n'est pas une page blanche, vous comprenez? Et en France, on ne vit pas comme dans la culture islamique et arabo-musulmane. La France est une terre depuis 1500 ans, chrétienne, judéo-chrétienne si on veut, parce qu'il y avait l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et gréco-romaine. Ce n'est pas une terre arabo-islamique. Voilà. Et de plus en plus, dans d'innombrables villes, on vit selon les schémas, selon les mœurs, selon les habitudes, selon le paysage urbain de la civilisation islamique. C'est tout. Et donc, plus il y aura d'immigrés et d'enfants de l'immigration et de petits-enfants de l'immigration arabo-musulmane, plus nous aurons un remplacement de civilisation parce qu'il y a un remplacement de population. Voilà. J'aimerais vous emmener sur un peu un autre sujet. Vous parlez beaucoup, et depuis que vous parlez auprès du très grand public aussi, au Figaro, à la télévision, d'identité, d'histoire de France, de géopolitique. On vous entend beaucoup moins sur des sujets comme l'environnement ou la technologie, qui sont pourtant aujourd'hui devenus et se sont imposés comme des sujets cruciaux pour l'avenir de la France, mais de l'humanité aussi. Comment vous vous positionnez là-dessus? Est-ce que vous vous renseignez là-dessus? Est-ce que vous vous positionnez même là-dessus? Alors, avec l'IA même, pour prendre cet exemple, pas très récemment, où ChatGPT a été... Alors, je me renseigne beaucoup, ça m'intéresse, je lis,
je m'informe, je regarde. J'ai regardé effectivement tous les articles sur l'IA. Je vois aussi les querelles autour de l'environnement, du réchauffement climatique. J'essaye de compenser la lecture du résumé, parce que tout le monde ne lit que le résumé, moi compris, du GIEC. Et les rapports du GIEC, en même temps, ils sont... Exactement, mais là, ce qu'on m'a expliqué, ce qui n'est pas inintéressant, c'est que les rapports du GIEC sont beaucoup plus équilibrés, parce qu'il y a des positions différentes. Quand il y a le résumé, en revanche, il est concentré et il est surtout orienté vers toujours plus d'inquiétude, si vous voulez. Maintenant, je ne nie pas qu'il y a un réchauffement climatique. D'ailleurs, il me suffit de discuter avec les agriculteurs, vous voyez, dans toute la France, par où tout je passe, et qui me disent « Ah bah oui, là, il y a un réchauffement, là, ça va pas, on a avancé telle récolte, etc. etc. » Donc, vous voyez, évidemment que ça existe. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, moi, j'ai toujours vu que l'homme s'adapterait. L'homme s'adapte, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Mais l'homme s'adapte à toutes les évolutions du climat, de la Terre, etc. Troisièmement, et c'est là où on en vient, vous me dites, vous ne parlez pas beaucoup. Moi, je veux être président de la République française. Je ne veux pas être président du monde. Je n'ai pas cette ambition. Je sais qu'il y en a d'autres qui veulent sauver le monde, sauver la planète. Ils sont beaucoup plus ambitieux que moi. Moi, je veux simplement sauver la France. La France représente 1% des émissions de CO2. Ça ne compte pas les émissions importées, mais... Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. C'est très juste ce que vous dites. Ça prouve d'ailleurs qu'on n'a plus d'industrie. Vous avez tout à fait raison. Alors là, je vais dans votre sens. C'est très juste. Je sais. Et vous avez raison. Mais il n'empêche que, en attendant, moi, je veux bien qu'on représente davantage si on avait une industrie chez nous. Là, pour l'instant, c'est uniquement notre consommation qui représente davantage. On est d'accord. Bon. Et qui enrichit les autres. Moi, j'attends que les Américains et les Chinois fassent des efforts. Je ne veux pas dire que nous ne devons pas en faire. Je veux dire que nous avions un avantage fantastique qui était le nucléaire et que nous avons bazardé à cause justement des pressions des écologistes qui se prétendent les meilleurs défenseurs de la planète. Moi, je comprends plus très bien. Moi, j'étais de ceux qui ont toujours défendu le nucléaire. On n'a pas été nombreux. Après l'accident de Fukushima, de Marine Le Pen à la gauche mélenchoniste, tout le monde a dit qu'il faut arrêter le nucléaire. Hein, moins de pas. Donc je suis toujours pour le nucléaire. Maintenant, tout le monde aime le nucléaire, tout le monde redécouvre le nucléaire. Très bien. Jean Covici qui a été... Bien sûr, il a été le catalyseur, entre autres, mais vous avez raison. Mais il est remarquable d'ailleurs. Mais vous voyez, je me renseigne, je l'ai vu, je l'ai lu, j'ai même lu sa bande dessinée. C'est rare d'ailleurs de voir un homme en France comme Jean Covici aussi plébiscité par... Bien sûr, bien sûr. C'est normal parce qu'il y a eu une évolution. Vous savez, je me souviens, il y a encore 2-3 ans, quand j'étais sur CNews, j'avais débattu avec Madame Pannier-Runacher, qui était à l'époque la ministre chargée de ces questions et qui défendait le 50%, le quota de 50% d'énergie nucléaire par rapport à notre consommation totale d'électricité. Et je lui disais, mais pourquoi 50%? Pourquoi pas 30%, 40%, 20%? Elle était incapable de répondre à ça. Et je vois que maintenant, elle va renoncer aux 50%. J'ai envie de lui dire, coucou, hein, qu'est-ce que vous disiez il y a 3 ans, madame? Voilà, ça c'est la politique. Vous voyez, c'est désolant, mais c'est comme ça. Donc, alors maintenant, et je voudrais dire que je veux bien qu'on fasse des efforts, mais pas au prix de s'aborder notre industrie automobile, par exemple, avec les 100 000 emplois qui vont avec. Là, on est en train de s'aborder notre industrie automobile thermique, alors qu'on avait de l'avance avec les Allemands, évidemment, par rapport aux Chinois, et on est en train de leur donner les clés de notre future industrie automobile, parce que l'industrie automobile électrique, que ce soit la construction des batteries ou des voitures, les Chinois ont de l'avance. Et d'ailleurs, je ne suis même pas sûr que ça soit mieux, vous voyez, pour les émissions de CO2. D'après ce que je lis, il n'est même pas sûr que ces voitures électriques, parce qu'elles sont plus lourdes, aient vraiment un effet inférieur. Dans tous les cas, le thermique est voué à disparaître de manière générale sur les voitures, dans l'utilisation des voitures. Pourquoi? L'utilisation des voitures thermiques. Et pourquoi? L'affaire n'est pas dite. D'abord, vous allez voir que dans tous les pays hors Occident, ils vont continuer à faire rouler des voitures thermiques, en Afrique, en Asie, etc. Deuxièmement, vous avez vu que là, depuis quelques semaines, les Allemands refusent l'objectif de l'Union européenne à 2035 parce qu'ils ont compris qu'ils étaient en train de tuer
leur industrie. Et eux, leur industrie automobile, c'est pas comme nous, hein. C'est vital, c'est un truc énorme. C'est des centaines de milliards d'excédents de ventes à la Chine et aux États-Unis. C'est une industrie, vous savez, Madame Merkel disait « Aucun chancelier allemand ne peut aller contre les intérêts de l'industrie automobile allemande ». C'est un truc colossal, sans mauvais jeu de mots. Ce qui a d'ailleurs été le truc échangé par les Allemands contre les taxes des GAFAM en Europe. Exactement, entre autres. Non, mais de toute façon, ils sacrifieront tout à leur industrie automobile. Donc là, la messe n'est pas dite. Mais je voudrais dire une dernière chose sur l'environnement, etc. Moi, je ne me sens pas moins amoureux de la planète que les militants qui jettent de l'huile ou je ne sais pas quoi sur les tableaux de Van Gogh. Excusez-moi, moi, ce que j'aime dans justement la planète, c'est la beauté. La beauté des paysages, la beauté de la nature, la beauté aussi de ce qu'on a fait, parce que les villes comme Paris, comme les villes italiennes, sont des merveilles de la civilisation. Je veux dire, il faut les protéger. Je ne vois pas les écologistes se mobiliser pour ce combat-là. Moi, je pense que c'est aussi important que tout le reste. Défendre la beauté, défendre, vous voyez, l'élégance, le patrimoine. Le patrimoine, bien sûr, le patrimoine à la fois matériel, mais le patrimoine aussi naturel, on peut dire ça comme ça. Donc je pense que là, il y a une vraie écologie, qu'on pourrait qualifier de droite, si on veut, et qui permet de préserver, qui veut conserver. D'ailleurs, au départ, l'écologie est une notion idéologique de droite. À l'époque, la gauche ne jure que par le progrès, l'industrie, les usines de cheminées, etc. Vous voyez que la gauche et la droite, ça change. Et vous voyez que c'est toujours la gauche qui définit qu'est-ce qu'est le clivage droite-gauche. Je voulais revenir sur ce qu'on avait abordé tout à l'heure avec la notion un peu d'extrême droite. Souvent, on peut vous taxer, certains vous taxent d'extrême droite, notamment sur le thème du grand remplacement que vous abordez assez régulièrement. Et je trouvais ça intéressant justement de comparer ça même avec ce qu'on peut voir par exemple aux États-Unis. J'avais lu un article récemment qui expliquait qu'il y avait une peur aux États-Unis de certains que les hispanophones allaient grand remplacer, pour reprendre votre théorie, les Américains qui parlaient anglais, etc. Et justement, en fait, on se rendait compte que les hispanophones étant issus de classes plus populaires ne souhaitaient pas forcément reprendre la langue de leurs parents, mais bien apprendre l'anglais et s'intégrer dans la culture américaine. Est-ce que c'est pas aussi ce qui va se passer naturellement en France? Est-ce que votre peur, c'est pas juste une peur justement de l'islam fondamentalement que d'une population immigrée qui pourrait totalement s'intégrer, qui aurait envie même de s'intégrer dans une France nouvelle? Je souris parce que je ne sais pas quel âge vous avez, mais vous me rajeunissez. 25 ans. J'ai entendu ces arguments quand moi j'avais 25 ans. Et vous voyez où on en est. Donc ça me fait plaisir et en même temps ça me désole. Parce que, moi quand j'avais 25 ans, on pouvait encore avoir ce genre de naïveté. Je ne pensais pas qu'on pût encore l'avoir aujourd'hui avec tout ce qu'on voit. Mais ce sont toujours les mêmes arguments. D'ailleurs, vous savez, aux États-Unis, même, la question se pose sérieusement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans toute la bande de Sud, Floride, Texas, etc., les campagnes électorales se font en anglais et en espagnol. Il n'y a pas de langue officielle aux États-Unis aussi. La langue anglaise n'est pas la langue officielle. Oui, enfin bon, l'anglais est quand même la langue officielle des États-Unis. Il y a eu quand même un vote au Sénat là-dessus, il y a 2 siècles. Nous avons un problème supplémentaire. C'est que là, ce renversement de population au profit des catholiques hispaniques, je ne dis pas espagnols, bien sûr, hispaniques, au détriment des protestants anglo-saxons, c'est, si j'allais se dire, une querelle interne au christianisme. Nous avons en plus un problème qui est que la plupart de nos nouveaux arrivants sont de culture, de mœurs islamiques, musulmanes. Et donc il y a, si vous voulez, entre la civilisation islamique et la civilisation chrétienne gréco-romaine, un conflit qui date de la naissance de l'islam et qui n'a en vérité jamais cessé, avec des vagues de flux et de reflux,
je ne vais pas vous refaire toute l'histoire des invasions islamiques depuis le 7e siècle jusqu'au siège de Constantinople en 1450, la prise de Constantinople en 1453, le siège de Vienne en 1683, vous voyez, et les batailles entre les croisés, comme disent les gens de Daesh, et les musulmans, et les mahométans, comme on disait au XVIIIe siècle. C'est une histoire qui s'est continuée dans la colonisation et dans la décolonisation. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une vague de reflux, c'est-à-dire qu'il y a une colonisation des terres chrétiennes, et en particulier de toute l'Europe, et en particulier de la France, par la civilisation islamique qui, par ses immigrés, envahit et colonise les terres chrétiennes, qui sort de son ère civilisationnelle, où elle était contenue depuis 1000 ans. Vous savez, c'est vieux comme l'histoire. L'Algérie, puisque mes ancêtres sont nés en Algérie, n'a pas toujours été islamique. Elle était une terre chrétienne, elle était une terre romaine. Il y avait Saint-Augustin. Elle a été conquise par l'islam, qui n'est jamais reparti. Et jusqu'à présent, si on met à part l'intermède français de 1830 à 1960, 130 ans, c'est pas grand-chose dans l'histoire de l'humanité, est une terre islamique, et qui était une terre romaine, qui était une terre chrétienne. Donc ça a déjà existé. Eh ben, nous vivons en ce moment un phénomène similaire qui est aggravé par à la fois le développement des techniques, les déplacements se font beaucoup plus facilement, et l'explosion démographique. On n'a jamais eu une planète à 8 milliards, vous parliez d'environnement, c'est quand même sans doute le problème majeur environnemental dont les écologistes ne parlent jamais. Mais il n'y a pas de réelle volonté politique derrière, à part une extrême minorité, certainement, d'un islam radical qui voudrait gouverner sur la France. Il n'y a pas derrière ces vagues migratoires de volonté réelle politique de coloniser la France. Cher monsieur, je vous invite... Et je poserai également la question sur la volonté européenne, qui sont, quand vous disiez, c'est une volonté d'eux, qui sont les gens qui ont cette volonté d'eux? Est-ce que c'est des masses de flux qui créent une réalité, ou est-ce que c'est des gens qui tirent les ficelles de ça? J'ai envie de vous dire les deux, mon général. Je vous invite à lire le livre d'une universitaire très compétente, Madame Florence Bergeau-Baclair, qui vient de sortir un livre sur les frères musulmans et sur l'action des frères musulmans dans toute l'Europe, et en particulier au sein de l'Union européenne, à Bruxelles, où ils sont très puissants, et dans tous les pays d'Europe, dans tous les pays de France, où ils noyautent toutes les instances de décision, de consultation, etc., avec une intention très claire, le livre l'explique brillamment, coloniser l'Europe et islamiser l'Europe. Qui sont ces personnes décisionnaires? Il y a parfois, et je mets une parenthèse, mais on va dire une forme de complotisme, en tout cas qui est qualifié tel que complotiste, sur les questions de BlackRock, sur les questions du forum de Davos, sur la mondialisation et le mondialisme. Vous avez remarqué que je ne parle pas de ça. Bien sûr, mais justement, c'est pour avoir un... Donc moi, je ne suis pas complotiste. Moi, je vois les processus à l'œuvre. J'essaie de faire une analyse historique, sociologique, démographique. Je crois que c'est la démographie qui fait l'histoire. Voilà, ça c'est une première règle. Vous savez, je vous renvoie, on parlait cinéma en dehors de l'émission, et je vous renvoie à un très beau film du Québécois Denis Arcand qui s'appelle Le déclin de l'Empire américain. La première scène se déroule à l'université au Québec, puisque tous les héros du film sont des historiens, et on les voit jeunes à leur premier cours d'histoire, et leur professeur leur dit « C'est très simple, en histoire, il y a 3 lois. La première, le nombre, la deuxième, le nombre, la troisième, le nombre. » Je crois à cela. Deuxièmement, pour répondre à votre question le plus précisément, je pense, je le répète depuis des dizaines d'années, que la phrase de Raymond Aron, « L'homme fait l'histoire, mais ne sait pas l'histoire qu'il fait ». J'accuse, oui, les frères musulmans d'avoir un vrai projet de colonisation de l'Europe et de la France. Oui, ce sont des militants politiques. Mais les musulmans qui vivent ici, je ne les accuse pas. Je dis simplement qu'ils véhiculent, malgré eux, un univers, une civilisation. Je vais vous donner un exemple. Vous allez voir qui n'a rien à voir. On a appris, enfin moi j'ai appris, par Max Weber, que le protestantisme avait porté l'éthique du capitalisme. Et il a très bien expliqué comment les valeurs, la morale du protestantisme avaient
avait facilité, avait favorisé l'émergence du capitalisme aux États-Unis, en Angleterre, à partir du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle et évidemment du XIXe siècle. Max Weber ne veut pas dire que tous les protestants sont des capitalistes à cigares et à chapeau de forme, vous comprenez? Ou qu'il y ait des leaders qui soient en train de... Exactement. Ces gens-là ne se sont pas dit « Ah, on va fabriquer le capitalisme moderne ». Non. Mais ça s'est fait parce qu'il y a eu la rencontre entre une des valeurs, entre une religion et un phénomène économique, social, un fait social. Et bien là, c'est la même chose. Quand vous avez des millions et des millions de gens qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée, ils apportent avec eux, ce ne sont pas, vous comprenez, ce ne sont pas des gens, mais d'ailleurs c'est la moindre des choses, on ferait la même chose qu'eux, on n'est pas des gens complètement transparents, nous ne sommes pas, personne n'est neutre, on traîne tous avec nous une histoire, des parents, des grands-parents, une histoire, des héros, vous voyez, des détestations, des haines, des amours. C'est normal, ils sont enracinés dans une histoire. Quand ils viennent chez nous, ben, ils apportent ça. Bon. Moi, je le sais, je viens de la même région qu'eux. Vous savez, mon grand-père parlait beaucoup mieux arabe que français. Je m'en souviens, j'étais enfant, je m'en souviens très bien. Donc, mon grand-père, il est venu avec une histoire, il vivait en Algérie depuis 1000 ans. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça existe, je sais que ça existe. Donc pour eux aussi ça existe. C'est pas les insulter que de dire ça. Vous comprenez? Bon. Sauf que quand, premièrement, la France renonce à toute politique d'assimilation, c'est-à-dire renonce à leur dire votre culture, c'est pour chez vous, c'est pour votre enfance. Mais en France, on ne vit pas comme ça. 2, que les immigrés eux-mêmes refusent de s'assimiler à la culture française. 3, que de toute façon, même ceux qui veulent, parce que j'en connais, ils ne le peuvent plus parce qu'il y a trop de monde. Trop de monde. Le nombre est trop puissant. Et donc, dans leur quartier, dans les quartiers où ils sont majoritaires, où ils sont en tout cas une très forte minorité, ils ne peuvent plus s'assimiler. D'ailleurs, ceux qui veulent vraiment s'assimiler à la France quittent. On le voit bien, ils quittent même, souvent c'est douloureux, ils doivent s'éloigner de leur famille, ils affrontent leur famille, c'est très douloureux, j'en connais. Je connais des gens qui viennent me raconter. Est-ce que justement il faut pas s'attacher justement à une culture qui date justement peut-être de 50, 60 ans, voire plus, et laisser justement libre cours à la culture qui vient, etc., avec tous les dangers, tous les risques que vous mettez en avant. Et ben voilà, ça s'appelle soumission. Si vous voulez être gentil, ça s'appelle créolisation, comme dit Jean-Luc Mélenchon. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le plus nombreux gagne. Le plus nombreux impose sa culture. Donc vous avez perdu. Voilà. Dans votre livre, vous parlez de cet événement qui avait fait grand bruit médiatiquement, de cette une de Paris Match avec Sarah, dont vous parlez beaucoup et à qui vous rendez beaucoup hommage dans le bouquin. J'ai pas du tout envie d'entrer en détail parce que c'est votre vie privée et j'estime que ça ne me regarde pas, mais je voulais juste votre analyse sur est-ce qu'on doit ou on peut juger un homme politique ou une personnalité politique à l'aune de sa vie privée? Écoutez, j'ai toujours dit le contraire. J'ai toujours défendu le contraire. Je pense que... apparemment, vous savez, je pense que les médias en ont fait une arme de guerre et qu'ils ont voulu me détruire par tous les moyens. C'est ce que j'explique. Et donc, la vie privée était un moyen. Je parle beaucoup de Sarah Knafou, pas beaucoup, non, mais j'explique qu'effectivement, elle a eu un rôle majeur dans la campagne présidentielle. C'est un rôle politique. Maintenant, je pense que la vie privée ne regarde personne. Moi, je suis d'une génération qui a connu ce respect de la vie privée. C'était la gloire de la France et de la presse française. Je me souviens qu'on se moquait des Américains, et on avait tort, puisque maintenant on fait comme eux, qui mettaient comme ça en exergue la vie privée de leur candidat à la présidence ou de leur président. Moi, j'ai connu un temps où François Mitterrand, ou Valéry Giscard d'Estaing, ou Jacques Chirac n'étaient pas embêtés par les médias et qu'ils avaient la vie privée qu'ils avaient. Et qui est devenue maintenant légendaire, quasiment. Mais à l'époque, elle était simplement leur vie.
Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, c'est ce que vous pouvez faire de plus précieux pour soutenir notre travail et notre ambition de pluralité dans les médias. Liker et un petit commentaire, ça fait aussi le boulot et ça nous permet de nous emmener très très haut dans l'algo YouTube. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles interviews et de nouveaux débats. Ciao!